Ce soir, Ottawa donnera son aval au controversé projet pétrolier de Baie-du-Nord. À la veille du budget de Chrystia Freeland, le point sur les attentes du Bloc québécois avec le chef Yves-François Blanchet. Lutte à l'inflation, environnement, crise du logement, dépenses militaires. Quels sont les incontournables de ce budget? On demande l'avis de nos observateurs politiques. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. À la veille du dépôt de son budget, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, s'est prêtée à la tradition de l'achat de souliers neufs à Ottawa. Mme Freeland s'est rendue dans un centre commercial de la capitale pour essayer ses nouvelles chaussures devant les caméras. Le premier ministre Trudeau, de son côté, s'est défendu d'être irresponsable face aux nombreuses dépenses qui sont attendues dans ce budget de demain. En après-midi aux communes, les conservateurs ont pressé les libéraux de ne pas céder aux demandes du NPD. Quelle route va prendre le premier ministre demain, Monsieur le Président? La députée libérale de Pontiac, qui se décrit comme fiscalement responsable, a révélé ce qui se dit réellement dans les arrière-bancs libéraux. Je cite, « Ce que je ressens chez mes collègues, c'est qu'il va falloir être plus judicieux dans le choix des dépenses. Il faut faire plus avec $1 qu'on fait maintenant. » C'est une dure critique de la gestion NPD libérale, ça, Monsieur le Président. Demain, le premier ministre va-t-il être judicieux ou irresponsable ou va-t-il tourner le dos à son propre caucus et suivre le programme électoral du NPD? Excellent! Le très honorable Premier ministre. Président, il y a 2 ans, on entendait la même chose des conservateurs qui nous critiquaient d'avoir trop investi pour appuyer les familles, pour appuyer les petites entreprises, pour appuyer les travailleurs pendant cette pandémie. Et c'est ce qu'on a fait et ça a permis à notre économie de revenir en plus grande force qu'avant, à restaurer tous les emplois qu'on avait perdus rapidement et on va continuer d'être là pour appuyer les familles. Les conservateurs veulent bien qu'on en fasse moins pour les familles, mais nous, on va continuer d'être là pour appuyer les Canadiens et être responsables au plan fiscal. Une autre nouvelle qui était très attendue, le gouvernement Trudeau donne finalement son approbation officielle à Baie-du-Nord, un méga projet d'extraction pétrolière qui verra le jour au large de Terre-Neuve. Baie-du-Nord est un gisement que souhaite exploiter la compagnie pétrolière norvégienne Equinor et ses partenaires. C'est là-dessus que je retrouve le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet. Bonsoir, M. Blanchet. Bien, bonsoir. Avant de parler de vos attentes face au budget, je veux revenir avec vous sur ce feu vert qui serait donné par le gouvernement Trudeau au projet de Baie-du-Nord. Bon, au moment où on réalise cette entrevue, où on l'enregistre, ce serait sur le point d'être confirmé. D'abord, quelle est votre réaction? C'est même plus de l'inquiétude. Je suis un peu atterré. D'abord, en termes purement politiques, on a un ministre de l'Environnement qui a déposé, il y a quelques jours à peine, un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre, tout en maintenant un financement à l'augmentation de la production de pétrole malgré l'avis indiscutable du groupe international d'experts sur le climat de l'ONU, et qui, par la suite, va autoriser un projet gargantuesque et extrêmement dangereux d'extraction d'1 milliard de barils de pétrole à 1200 mètres de profondeur dans l'Atlantique Nord. Le Canada vient de devenir, si c'est exact, un État voyou sur la scène mondiale qui vient, à toute fin pratique, de clouer le cercueil de contenir le réchauffement climatique à 1,5 degré en 2050. On sait que Baie-du-Nord, ça représente aussi des milliards en redevances pour Terre-Neuve et Labrador. Ça veut dire aussi des milliers d'emplois pour cette région. Est-ce que, finalement, Ottawa n'est pas sur le point de respecter la volonté de Terre-Neuve et Labrador parce que c'est ce que veut la région? Ce n'est pas responsable pour autant. La planète ne peut pas se le permettre. Et on a dit aux gens de Terre-Neuve et Labrador, c'est ça ou ben non, vous n'avez pas d'avenir. Mais ce qu'on appelle des redevances, c'est un rendement financier sur un investissement. Prenons l'argent qui est nécessaire pour investir dans ce projet-là qui ne doit pas se réaliser pour des raisons environnementales. C'est pas une frivolité. L'environnement, c'est pas optionnel. C'est dramatique présentement, puis c'est dramatique dans le futur. Prenons cet argent-là, investissons-le. Et c'est vrai pour l'Alberta aussi, dans des projets d'avenir. Le pétrole, c'est l'économie du passé. Ça va aller en tombant. Les projets d'énergie verte, la transition énergétique, ça va créer de la richesse de façon durable dans l'avenir. Pourquoi ne pas investir dans ça, autant à Terre-Neuve
que dans l'Ouest canadien, parce qu'il faut sortir de cette économie-là. Les coûts qu'il faut payer pour les dommages causés par les changements climatiques, c'est pas dans le futur, c'est maintenant. Alors, il faut trouver un autre modèle, il faut trouver une autre option pour aider au développement de Terre-Neuve et Labrador. Bon. Ça, je suis tout à fait d'accord. Revenons maintenant sur les attentes du Bloc québécois face au budget de demain. Le Bloc a fait connaître sa liste de 5 demandes la semaine dernière, des demandes que vous qualifiez d'inconditionnelles. Entre autres, bien sûr, l'augmentation des transferts en santé pour les provinces. On sait que les demandes pour le budget viennent de partout. Quel est votre degré d'optimisme, je dirais, face aux transferts en santé demain? Dans le contexte où les libéraux ont une espèce d'entente avec le NPD, où essentiellement le NPD dit « Je suis contre bien des affaires, mais je vais voter pour pareil », on s'attend à ce que le budget puisse contenir n'importe quoi et ce serait déjà bâclé, ce serait déjà dans la canisse, tout ça. Maintenant, je m'attends, oui, à des investissements en santé, mais avec des ingérences, avec un piétinement des juridictions du Québec et des provinces, malgré la demande unanime de toutes les provinces pour un transfert qui n'est pas conditionnel, parce que le fédéral gère pas la santé, a jamais géré la santé. C'est pas comment gérer la santé. Ça va créer des dédoublements, une appropriation de juridiction, des délais. C'est pas la solution efficace que le NPD et les libéraux mettent de l'avant. Mais nous, c'est transfert inconditionnel. C'est augmentation du pouvoir d'achat des aînés. On vit dans un contexte d'inflation grave, temporaire. J'espère. On commence à douter, mais assurément très grave. Or, les aînés n'ont pas vu leur pouvoir d'achat suivre l'augmentation importante du coût de la vie. D'autres mesures pour les entreprises qui subissent l'impact de l'inflation, qui subissent l'impact de la guerre en Ukraine. Le logement autochtone, il faut le faire à un moment donné, ça n'a plus de bon sens. C'est une honte nationale pour le Canada qu'il y a encore cet enjeu de logement autochtone et ça ramène à l'environnement les finances vertes, la transition énergétique. Je vais revenir avec vous, M. Blanchette, sur les aînés, parce que, bon, vous demandez depuis longtemps qu'Ottawa augmente de 110 $ par mois la pension de sécurité de la vieillesse à partir de l'âge de 65 ans. Donc, vous voulez qu'on abaisse l'âge pour les prestations. Vous avez formulé vos attentes à la suite, vous dites, d'une tournée des régions. Vous êtes allé à la rencontre des électeurs au Québec. Qu'est-ce que vous avez constaté comme besoin spécifique pour les aînés? Les aînés, bon, on avait toute une liste à l'époque, mais on a fini par se concentrer sur le 110 $ par mois parce que, outre des enjeux qui ont été relativement réglés par rapport au SRG, aux pénalités pour ceux qui avaient eu la prestation canadienne d'urgence, il reste que, dans un contexte où l'inflation atteint des sommets pas vus depuis des décennies, le pouvoir d'achat des aînés n'a pas augmenté. Et c'est pas de baisser le seuil à 65 ans, c'est de le maintenir à 65 ans. Les libéraux augmentent le seuil à 75 ans pour une augmentation de la pension de sécurité de la vieillesse. Ceux qui sont évidemment plus nombreux, de 65 à 75, ne bénéficient pas de cette augmentation-là. Il y a une discrimination qui sert à économiser un petit peu d'argent du côté du gouvernement, peut-être, mais qui crée un grave préjudice à des gens qui ont travaillé toute leur vie dans le but d'avoir une pension, puis le gouvernement dit la pension que vous avez, elle ne suivra pas l'augmentation du coût de la vie. Et puis ça fait longtemps, bien avant la guerre, bien avant la pandémie. Et de surcroît, on va en donner à certains aînés et pas aux autres. Ce qui est tout à fait inacceptable. Oui, on verra ce que va nous réserver le budget à cet égard demain. Pour ce qui est maintenant du vote du Bloc québécois sur ce budget, bon. Le Bloc a déjà annoncé qu'il allait voter en faveur de ce qui est bon pour le Québec et voter contre ce qui n'est pas bon pour le Québec. À la suite de l'alliance entre les libéraux et les néo-démocrates pour maintenir le gouvernement Trudeau au pouvoir jusqu'en 2025, qu'est-ce qui vous reste au Bloc québécois de pouvoir d'influence à la Chambre des communes? Bon. Vous savez, le Bloc québécois a eu énormément d'influence à la Chambre des communes, même face à des partis qui ne pensaient pas comme nous parfois. J'en prends à témoin la motion sur la nation québécoise, que des gens qui étaient à la naissance même de ça pas trop favorables ont été obligés de voter pour. Je pense que ça ne change absolument rien. Mais je pense que le Bloc québécois continue dans sa pratique habituelle. Si ce budget-là contenait beaucoup plus de bons que de pas bons, nos conditions pour le Québec, on voterait pour. Mais croyez-vous vraiment quand même que le gouvernement Trudeau va prendre en considération les demandes du Bloc québécois dans son budget de demain?
Je pense qu'il va y avoir des éléments qui peuvent être influencés par le Bloc québécois, comme ça avait été le cas dans la mise à jour économique, où on avait fait beaucoup de propositions pour aider les entreprises et les gens qui étaient victimes de la pandémie. La ministre des Finances avait eu une écoute tout à fait correcte. Donc oui, ça peut arriver qu'il y ait une écoute. Ce n'est pas que la joute politique où on se dit des bêtises d'un bord à l'autre de la Chambre. On fait un travail constructif. Notre équipe économique, qu'on a beaucoup renforcée en 2021, fait un travail très, très constructif. Donc, si les propositions sont bonnes, on est capable de les faire cheminer. Mais dans le contexte actuel, dans le contexte de l'alliance entre le NPD et les libéraux, dans le fond, on ne peut plus se faire dire « allez-vous faire tomber le gouvernement ou pas », c'est donc pas correct. On n'a plus cette obligation-là dans nos considérations. Si c'est bon pour le Québec, on ira en faveur. Si ça ne l'est pas, on ira contre. Et on ne peut pas dire que ça enlève toute l'influence du Bloc. Le Bloc a l'influence de 32 députés, puis les libéraux vont essayer encore de se faire élire des députés au Québec. Fait que si systématiquement, ils vont à l'encontre de ce que le Québec demande, le Québec veut, en termes économiques, en termes d'environnement, en termes de langue, en termes de laïcité, ils vont payer le prix électoral tôt ou tard, et ça, on va s'en assurer. Dans les médias, en tout cas, c'est à suivre demain, au moment du dépôt de ce budget de la ministre des Finances, Chrystia Freeland. Et François Blanchette, chef du Bloc québécois, merci beaucoup. Merci bien. Je poursuis la discussion sur le projet de Baie du Nord et aussi sur le budget de demain avec notre panel d'observateurs. Sheila Copps, ancienne vice-première ministre libérale, Marc-André Leclerc, ex-chef de cabinet du conservateur Andrew Scheer, Pierre Paquette, ancien député du Bloc québécois, et Farouk Karim, qui est ex-attaché de presse du NPD. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir, Esther. Bon, c'est une grosse nouvelle qui est très attendue depuis longtemps à Ottawa, qui donnerait son feu vert au projet de développement pétrolier Baie du Nord à Terre-Neuve et Labrador. Bon, au moment d'enregistrer ce panel, la nouvelle n'est pas encore confirmée. On s'attend à ce que ce soit sous peu. Une décision, en tout cas, sûrement déchirante pour le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, qui est ex-militant environnementaliste. Sheila, jusqu'à quel point vous pensez Baie du Nord divise le caucus libéral? Mais je pense qu'il y a une chose qui s'est passée depuis la dernière élection, et ça, c'est la bataille en Ukraine. Et le fait que la Russie ne peut plus, on essaie de couper la provision de pétrole de la Russie, prévoit un suppli d'ailleurs. Et ça change un peu le constat du gouvernement, parce que ce serait mieux que ça vienne du Canada que ça vienne de la Russie. Et je pense que M. Guilbeault, dans le contexte actuel, va probablement tomber sur cette pensée-là, parce que c'est sûr que les Européens veulent se débarrasser du pétrole russe. Bon, Marc-André, de votre côté, on me dit que finalement la décision a été confirmée. Ottawa va de l'avant avec Baie du Nord. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes surpris de cette décision? Non, je ne suis pas surpris. Dans le contexte que Sheila vient d'expliquer, je pense que c'était la bonne décision à prendre. Le Canada peut jouer un rôle présentement dans ce grand conflit-là. Et je pense que le projet de Baie du Nord là, est sécuritaire et remplit certains critères environnementaux. C'est sûr que pour le ministre Guilbeault, c'est sans doute pas l'annonce qu'il s'attendait de faire, mais le contexte présentement lui permet de justifier sa décision. Farouk, évidemment, la première question qui nous vient à l'esprit, c'est est-ce que ce feu vert du gouvernement Trudeau à Baie du Nord, ça met à mal, je dirais, l'alliance libérale NPD? Je dirais que ça met du sable dans l'engrenage. Ça m'étonnerait qu'à court terme, ça fasse un changement à cette entente. Je crois que le budget va passer, mais c'est sûr que ça met du sable dans l'engrenage. Ça rend confus les volontés du gouvernement. La semaine dernière, le ministre annonce un nouveau plan. Une semaine après, on annonce un nouveau projet en énergie fossile. Ça mine la crédibilité du gouvernement en matière de changement climatique et ça va miner, vous avez raison, je crois, à moyen terme, cette entente entre le NPD et les libéraux en matière environnementale, du moins. Pierre, est-ce que vous pensez que le gouvernement Trudeau va en payer un prix politique? Sûrement dans certains milieux, particulièrement dans les milieux de gauche, parce que c'est quand même assez paradoxal, comme le disait Farouk, que la semaine dernière, on nous annonce un nouveau plan pour atteindre les cibles de Paris, la réduction de 40% des émissions par rapport à 2005 d'ici 2030, et que la semaine suivante, on annonce un projet qui va envoyer 30 millions de tonnes de gaz carbonique dans l'atmosphère par année. Alors, moi, je pense qu'il y a des gens qui vont trouver, avec raison, qu'il y a une certaine incohérence. Je comprends très bien que Terre-Neuve ait besoin de ce projet-là, mais on n'a pas de politique nationale pour choisir, ou pan-canadienne pour choisir quel projet devrait être accepté sur des critères plus socio-économiques et quel autre projet devrait être rejeté sur les mêmes critères. Peut-être qu'un projet en Alberta ne serait pas nécessaire à ce moment-ci. Alors, donc, c'est très décevant.
Sur les attentes, évidemment, on va voir les suites de cette annonce, de ce projet qui est finalement confirmé. Je veux vous entendre sur les attentes face au budget de demain. Maintenant, on le dit, ça fait des semaines, là, les demandes sont nombreuses, les spéculations tout autant. J'aimerais décortiquer, en fait, les grands thèmes, les attentes avec vous. Sheila, d'abord, sur les mesures pour aider les Canadiens face à l'inflation. Ça pourrait ressembler à quoi ces mesures, selon vous, pour aider justement les contribuables à faire face à la hausse du coût de la vie? Je pense que s'il y a des gestes posés dans ce contexte-là, ça va probablement être en direction des gens qui sont les moins bien nantis. Alors, pour payer, par exemple, la nourriture, les choses de chauffage, les choses qui sont vraiment principales dans la vie de tout le monde. Et il pourrait y avoir quelque chose comme un crédit d'impôt pour ces gens-là qui ne toucherait pas ceux qui sont en dessous de 100 000 $ par année, par exemple. Oui. Marc-André, les conservateurs demandent une augmentation des dépenses militaires jusqu'à 2 % du PIB canadien, comme le voudrait d'ailleurs l'OTAN. Qu'est-ce qui pourrait être annoncé demain, spécifiquement au chapitre des dépenses militaires? On pourrait s'attendre à quoi? On a vu au cours des dernières heures les libéraux voter en faveur de la motion conservatrice justement pour l'augmentation des dépenses de 2 % du PIB en termes de dépenses militaires. Donc, c'est certain que demain, ce serait très surprenant que Mme Freeland n'annonce pas de nouvelles mesures. Ça va être quoi concrètement? C'est là également qu'il faudra voir. Mais si on veut atteindre le 2 % ça veut dire une augmentation de 16 milliards de dollars dans le prochain budget seulement en nouvelles dépenses militaires. Donc, c'est là également que Mme Freeland n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, qu'on prend en considération l'ensemble des autres mesures qui étaient également dans le dernier budget, mais également l'entente qui a été signée avec le NPD. Oui, Farouk, du côté des néo-démocrates, on demande, on le sait évidemment, que le gouvernement jette les bases d'une assurance dentaire au pays. Ça pourrait ressembler à quoi? Un premier jalon de l'assurance dentaire, parce qu'on ne demande pas qu'on annonce demain l'assurance dentaire, mais un premier jalon. Ça pourrait ressembler à quoi? Selon les termes de l'entente, ce qu'on est supposé voir dans le budget, la première étape de l'assurance dentaire, ce serait la couverture des jeunes de moins de 12 ans. Donc, je m'attends et le NPD s'attend à ça. J'ai entendu M. Singh cette semaine dans sa conférence sur les attentes budgétaires. Il a répété cette attente sur l'assurance dentaire, des pas sur le logement abordable et également pour le logement autochtone et également des mesures pour taxer ceux qui ont fait des profits durant la COVID. Donc, je crois qu'il va y avoir ces éléments-là dans le budget, d'autant plus qu'évidemment, il y a eu une entente entre les deux. Faisant partie de l'entente, pour terminer, Esther, les deux parties doivent se rencontrer avant. Donc, il y a eu un briefing sur les éléments du budget. M. Singh sait déjà ce qu'il va avoir dans le budget. Et sa conférence de presse, il semblait pas très choqué. Donc, je m'attends à ce que les éléments de l'entente soient dans le budget demain. Oui, on va voir ça évidemment demain. Pierre, je veux revenir avec vous sur l'inflation, parce que c'est un peu le nerf de la guerre pour les Canadiens. Là. Ça touche directement leur porte-monnaie. Ce serait quoi, selon vous, demain, la meilleure mesure, je dirais, pour venir en aide aux Canadiens qui sont affectés? Moi, je pense que c'est une indexation totale des prestations qui relèvent du gouvernement fédéral, la sécurité de la vieillesse, l'assurance emploi, le supplément de revenu garanti. Le gouvernement fédéral transfère aux particuliers des sommes d'argent qui sont indexées partiellement. Alors, c'est le temps de les indexer totalement pour aider, comme le mentionnait Mme Copps, les plus démunis. Sinon, je pense que ça peut être aussi des mesures ciblées de crédits d'impôt, remboursables évidemment, parce que tout le monde ne paie pas, et loin de là d'ailleurs, des impôts, étant donné que leurs revenus sont trop bas. Il y a des outils à leur disposition. Je pense que le gouvernement du Québec en a pris un qui peut inspirer le gouvernement fédéral. Oui, on s'attend demain à des dépenses encore, je dirais, records. Sheila, est-ce que l'ère de la rigueur budgétaire au Canada est définitivement révolue? Est-ce qu'on peut oublier ça? Oh, je pense que ça va être une question aux prochaines élections. C'est sûr que les conservateurs vont vouloir retourner à ce sujet-là. Et pour les autres, là, on a tellement de demandes sur la table. C'est très difficile de voir quand on va combler le déficit avec toutes les demandes. Ouais. Mais l'économie est bonne. C'est la seule chose qui sauve la peau du gouvernement dans le moment. Marc-André? Non, effectivement, l'économie est bonne. Ils vont pouvoir profiter de plusieurs milliards là, grâce à l'inflation, à la croissance économique. Mais tu sais, ça reste néanmoins avec l'entente avec le NPD. C'est un budget qui va être écrit
à l'encre orange, mais qui sera toujours dans le rouge. Et la question, c'est de savoir est-ce qu'un jour, les libéraux vont prendre le crayon noir pour écrire leur budget. Malheureusement, pour eux, probablement, ça va prendre une séparation avec l'NPD pour arriver avec un budget équilibré un jour. À l'encre orange, Farouk, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, avant de parler de séparation, ça fait juste un mois qu'on sort ensemble, donc on va se donner le temps un peu quand même. On va voir. Généralement, les problèmes de couple arrivent un peu plus tard dans la durée. Non, mais moi, sur la rigueur, ça veut dire coupure de service. Fait que bonne chance au prochain parti politique qui veut parler de rigueur, parce qu'il va avoir un programme d'assurance dentaire, il va avoir des programmes de garderie, il va avoir un programme d'assurance médicaments. Alors, bonne chance pour couper ça aux gens la prochaine. Pierre, en quelques secondes, le mot de la fin. Ben, à mon avis, il va y avoir quelque chose pour annoncer un plan de réduction du déficit sur une très longue période, là, 5 à 6 ans, ne serait-ce que pour se démarquer du NPD. Alors, on verra demain si le gouvernement vous donne raison. Sheila, Marc-André, Pierre et Farouk, merci. Merci beaucoup de votre analyse. Bonne soirée. Merci, Au revoir. Merci, Esther. Salut. Le Québec est repassé au-dessus de la barre des 1500 hospitalisations liées à la COVID-19. La 6e vague de la COVID a d'ailleurs forcé la santé publique à garder l'obligation de porter le masque dans les lieux publics jusqu'au début du mois de mai, alors que cette obligation devait tomber à la mi-avril. Je fais le point avec l'épidémiologiste Nima Machouf. Bonsoir, Nima. Bonsoir, Esther. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision de Québec de prolonger le port du masque obligatoire jusqu'au début du mois de mai? Est-ce que c'est une sage décision, selon vous? Je pense que c'est une très bonne décision, surtout avec la montée des cas actuellement et la levée des mesures barrières. C'est la chose que devait faire la santé publique et je suis très contente qu'ils soient revenus sur leur décision d'enlever le port du masque obligatoire. Parce que les hospitalisations commencent à monter, on voit beaucoup de cas autour de nous. Le Québec, en fait, qui est la seule province au Canada avec l'île du Prince-Édouard où le masque est toujours obligatoire, est-ce que les autres provinces sont allées trop vite en affaires? Je pense que oui. Pourquoi ils ont levé le masque obligatoire plus tôt que nous? Je sais pas. Peut-être c'était à cause des pressions de la population, parce que les élections s'en viennent et tout ça, mais ce ne sont pas de mesures qui sont adéquates actuellement. Et ça ne sert pas l'intérêt public, parce que si les hôpitaux sont engorgés, encore une fois, comme ce qu'on a vécu au mois de janvier, ben, on va être obligé à ce moment-là de mettre des mesures encore plus restrictives. Donc, si on veut ne pas y arriver, ne pas déborder, vaut mieux utiliser le masque, qui est une mesure à laquelle on est habitué, qui est une mesure qui est peu coûteuse, facile à utiliser et surtout, ça nous donne aussi un sentiment de contrôle de la situation. Toujours sur le masque, mais pour revenir au Québec, on sait qu'il est plus obligatoire dans les écoles primaires et secondaires lorsque les élèves sont assis en classe. Il y a plusieurs parents qui s'inquiètent de ça. Est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter? Ils ont raison de s'inquiéter parce que le mode de transmission, si elle est par aérosol, donc ça veut dire le virus se transmet comme la fumée de cigarette, qu'on bouge ou qu'on ne bouge pas, si on est infecté, on est en train de propager du virus dans l'environnement que l'on respire. Alors, les parents ont raison de s'inquiéter, surtout parce que le gouvernement, bien qu'il ait distribué des capteurs de CO2 dans les écoles, bien qu'ils ont finalement accepté de mettre des purificateurs d'air dans les écoles, ce n'est pas le cas de toutes les écoles. Les écoles n'ont pas encore reçu tout le matériel nécessaire et il n'est pas en place. Donc, les parents ont raison d'être inquiets. Parce que s'il y a une propagation, ben, tout le monde l'attrape et l'enfant l'amène à la maison. Tout le monde l'attrape à la maison. Oui, et surtout que les sous-variants, évidemment, sont très, très contagieux. Je veux vous entendre, Nima, sur la vaccination maintenant. Québec a aussi décidé d'élargir l'administration de la 4e dose, bon, ce qu'on appelle la 2e dose de rappel, finalement, aux personnes de 70 ans et plus qui pourront prendre rendez-vous à partir du 11 avril, mais à condition, il faut le rappeler, d'attendre 3 mois minimum après avoir reçu la 3e dose. Le Québec, on se rappelle, avait fait preuve, je dirais, de retard dans l'administration de la 3e dose. On sait qu'en Ontario, il semble qu'on va étendre cette 4e dose aux 60 ans et plus. Est-ce que le Québec est encore en retard avec la 4e dose de vaccin? Je ne pense pas, surtout que entre décembre et janvier, il y a à peu près 3 millions de Québécois et Québécoises qui ont attrapé la COVID. Donc, ça veut dire qu'elles ont elles ont développé, ces personnes-là ont développé une immunité. C'est comme une dose de rappel, avoir reçu. En plus, ils ont été infectés. En fait, ils ont développé une immunité par rapport
au virus qui est actuellement en circulation. Tandis que le vaccin, n'oublions pas qu'il a été conçu sur la souche qui était en circulation au début de l'épidémie et non pas ce qui est en circulation actuellement. Alors, c'est probablement à cause de ça que le fait qu'on vaccine un peu plus tard n'est pas un problème. Oui, pendant qu'il y a un petit bébé qui pleure derrière vous, j'espère que tout est correct pour lui. Juste pour ceux qui ont eu la COVID l'hiver dernier ou ce printemps, est-ce que c'est quand même recommandé d'aller chercher une 4e dose ou si ces personnes-là peuvent attendre? Mais 3 mois après un développement d'immunité, à mon avis, on peut attendre. C'est ce que les recommandations indiquent et je pense que c'est correct. Donc, si on a été infecté en janvier ou en décembre, on peut attendre 3 mois, ce qui est maintenant, on arrive au mois d'avril, dans le fond. Donc, les gens peuvent se faire vacciner. Et le fait d'avoir étendu la 4e dose, bien que se faire trop vacciner n'est probablement pas nécessaire, surtout pas pour tout le monde, mais pour les personnes qui se sentent plus fragiles, pour les personnes qui ont une santé fragile et qui sont plus âgées et qui pensent que le fait d'avoir été vaccinés va plus les protéger et ça va leur permettre d'avoir une vie sociale un peu plus en sécurité, ben c'est une bonne idée de l'offrir à ceux qui veulent le prendre. Mais je pense pas que ça va devenir une obligation. Oui, parce que toujours sur la 4e dose, on attend quand même toujours les données du CCNI, là, le Comité consultatif national de l'immunisation. Est-ce que vous vous attendez à ce que cette 4e dose soit assez rapidement étendue à toute la population en général? Je ne pense pas, parce que la vague qu'on vit actuellement, on s'approche à l'été, hein. Donc, pendant l'été, il va y avoir un effet de saisonalité où la COVID va baisser beaucoup, va baisser grandement. Le virus sera moins en circulation. Donc, quand il n'y a pas une grande vague et les gens ne sont pas réellement en danger, on peut passer beaucoup de temps à l'extérieur, ouvrir les fenêtres, faire de l'aération dans les maisons. Les gens vont se sentir moins en danger d'attraper la COVID, donc ils auront moins besoin de se faire vacciner, un peu comme le vaccin de l'influenza. Ils vont aller le chercher juste avant le début d'une saison d'influenza. Je pense que c'est un peu ce qui va se passer avec le vaccin de la COVID. Un mot en terminant sur la COVID longue, parce qu'on a appris que Santé Canada va mener une enquête pour mieux comprendre le phénomène. À quel point la COVID longue, parce que quand même, il y a plusieurs personnes qui en souffrent, pourrait représenter un problème pour nos systèmes de santé au Canada, vous pensez? Je pense que ça va être un problème très très grand, parce qu'on sous-estime maintenant l'effet de la COVID long. On sait qu'il y a à peu près 20% des gens qui ont eu la COVID, qui développent des symptômes de la COVID long. Cependant, c'est pas ces 20%-là qui ont réellement besoin de soins prolongés. Des fois, c'est juste transitoire, la perte d'odorat qui persiste, mais après, elle va être résorbée. Mais il y a une proportion, peut-être un 5% des personnes qui ont la COVID long, qui sont vraiment malades. C'est de la fatigue chronique, c'est de l'épuisement, c'est la perte du souffle. La perte du souffle, c'est des gens qui ne peuvent pas retourner au travail, à l'école et tout ça. Ça représente quand même des milliers de personnes. Alors, ça va être grave. Et surtout, étant donné qu'on connaît peu de choses, ce sont des gens qui ont beaucoup de problèmes d'incapacité quand ils comparent avec avant la COVID, ce qu'ils étaient capables de faire. Donc, ils consomment beaucoup de ressources médicales pour aussi trouver qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là. Donc, on a besoin d'argent pour la recherche à ce niveau-là, pour offrir des soins, pour trouver comment on peut les aider. Alors, on va suivre les résultats de cette étude. Nima Machouf, je rappelle que vous êtes épidémiologiste. On vous remercie. On vous laisse aller à tous ceux qui vous réclament. Merci. Merci à vous. Au revoir. Un mot en terminant pour vous dire que CEPAC vous présentera une couverture spéciale demain à l'occasion du budget de la ministre des Finances, Chrystia Freeland. Vous pourrez suivre en direct à notre antenne la présentation de ce budget par Mme Freeland à compter de 16 heures à la Chambre des communes. Ce sera suivi des réactions et des analyses jusque tard en soirée. Alors, je vous donne rendez-vous demain, quant à moi, à compter de 21 heures. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain.